Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va voir les performances en test de la 6700 XT sur les tests indépendants, puisque ça y est, ils sont sortis. On va aussi voir l'annonce de la 11e génération de processeurs chez Intel, et on a un peu plus d'infos au niveau des prix. Quelques petites infos sur la 3050 Ti, sur la RAM, et aussi la protection magique d'NVIDIA. Anti-mining, hein, on va en reparler, c'est plutôt rigolo. On y va, c'est parti. Alors, hein, vous vous souvenez, il y a quelques jours, hein, j'avais posté les derniers benchmarks en date pour la 6700 XT avant la release. Alors, là on a plusieurs sites du coup qui ont testé la carte. La carte sort officiellement demain, donc l'approvisionnement, on verra ce que ça donne demain. Mais on a les performances, du coup ça donne une idée de ce qu'on aura et de ce qu'on pourra acheter ou pas. Et j'avoue que je préfère ça que les performances en même temps que la possibilité d'acheter. Là ça permet de se faire une idée avant, même si on sait que demain au niveau des stocks ce sera compliqué. Bref, la 6700 XT, du coup, elle se situe effectivement quasiment pile poil entre la 3060 Ti et la 3070 au niveau des performances. Donc on va dire, globalement, sur tous les tests que j'ai vus, elle est un petit peu moins perf que la 3070, donc on va dire 5% et 5% en plus par rapport à la 3060 Ti, même si elle est souvent plus proche de la 3070 que de la 3060. Mais bon, dans l'ensemble, je m'attendais encore à un petit peu mieux, au vu des chiffres qu'on avait déjà vus. Pas dramatique, mais du coup, j'aurais préféré que la carte soit moins chère, parce qu'à 480 balles, c'est pas vraiment une excellente affaire, c'est pas non plus un mauvais deal, mais faut quand même bien admettre que la 3060 Ti garde sa couronne du perf prix, concrètement, et en plus elle a toutes les features d'NVIDIA qui peuvent quand même intéresser certains. Donc c'est un peu comme la 3060, c'est pas un mauvais produit, c'est pas un excellent produit, c'est juste ok. C'est une alternative à la 3070 et à la 3060 Ti, ça donne un choix supplémentaire, ça donne une chance de plus d'avoir un GPU de cette gamme-là au niveau des performances, et c'est un peu ce qu'on retrouve dans tous les tests. Ici on voit en 1080p, elle est quasiment pile poil entre les deux, avec un léger avantage par rapport à la 3060 Ti, et en 1440p c'est un peu pareil, elle est pile poil entre les deux. Après ça dépend vraiment des jeux utilisés pour faire les tests. Il y a certains jeux où la 6700 XT va être vraiment très très bonne, d'autres beaucoup moins. C'est là qu'on voit que l'architecture est vraiment complètement différente par rapport aux cartes d'NVIDIA, c'est pas linéaire du tout. Donc faites attention quand même, regardez bien les jeux qui vous intéressent le plus, et du coup achetez en conséquence, ou tentez d'acheter en conséquence. Un autre truc qui m'intéressait moi, c'était les performances en 4K de la carte. Alors certes, on va dire que c'est pas une carte orientée 4K, mais malgré tout, une carte au niveau de performance d'une 2080 Ti 3070 avec 12 Go de RAM, c'est quand même correct pour de la 4K normalement. Mais on voit que dans cette résolution-là, c'est un peu la maladie entre guillemets de cette génération de cartes chez AMD, c'est qu'en 1080p et en 1440p, elles sont très efficaces. En 4K, on voit que ça baisse d'un cran. Et c'est un peu ce qu'on retrouve sur cette carte ici, on voit qu'en 4K, elle se fait un petit peu manger par les cartes d'NVIDIA, sans grosse surprise du coup. C'est pas aussi dramatique que ce que j'aurais cru, mais on voit clairement que c'est beaucoup moins opti en 4K que l'architecture Ampère, tout simplement. Par contre, ce qu'il faut garder aussi à l'esprit, c'est ce qu'on a vu il y a quelques jours au niveau des drivers NVIDIA. Si vous avez un processeur moins puissant, type Ryzen 2600, voire Ryzen 1600, 1800, enfin les anciennes générations de Ryzen, les anciennes générations Intel, donc avant Skylake, ou si vous avez un 4-core 8 threads ou un 6-core tout court, ce type de processeurs-là, qui sont encore tout à fait corrects dans l'ensemble, mais qui peuvent être limités ou saturés, eh bien apparemment on peut quand même malgré tout tirer meilleure partie des GPU récents avec les cartes d'AMD qu'avec les cartes d'NVIDIA, puisque c'est juste de la façon dont ils sont gérés au niveau des drivers, on arrive à gratter plus de perf avec les cartes AMD qu'avec les cartes NVIDIA quand on est limité par le processeur. Donc je vous renvoie encore une fois aux vidéos d'Hardware Unboxed sur le sujet. C'est quand même à garder à l'esprit, parce que du coup si vous passez par exemple d'une 2060 à une 3080 et que vous avez un ancien processeur, si vous jouez en 1080p
voire en 1440p dans certains cas, si vous êtes limité par votre processeur, ben vous verrez pas une différence énorme en fait. Donc du coup, il y a probablement moyen d'avoir de meilleures performances en passant sur une Radeon. Il y avait quelqu'un par exemple qui passait d'une Radeon 390 à une GeForce 1660 Ti, il avait de moins bonnes performances sur Battlefield 5 par exemple. C'est quand même quelque chose à garder à l'esprit, même si c'est un cas bien particulier, puisqu'il faut obligatoirement être limité par son processeur. Donc si vous avez un petit processeur, cette 6700 XT peut plus valoir le coup qu'une 3060 Ti ou une 3070. Alors on enchaîne, on passe chez Nvidia, tant qu'on est dans les GPU. La 3050 Ti qui débarque sur mobile, je sais pas si ce sera exactement la même qu'en desktop. Toujours est-il qu'en mobile, on passe sur le GA107, donc c'est une autre puce que celle de la 3060, donc moins performante. Seulement 2560Q d'accord, des fréquences pas très élevées, 1030 MHz pour le GPU, un bus mémoire 128 et 4 Go de RAM. Alors je sais pas si ce sera la même carte que sur les PC de bureau, mais au vu des specs, ça devrait pas être foufou. Je pense vraiment qu'on devrait être autour des perfs des 1660 Ti ou dans ces eaux-là. Donc il faudra voir les tarifs au moment où ça devrait débarquer sur PC de bureau. Toujours est-il que même là, sur portable, ça devrait pas être incroyable. Alors après, c'est de l'entrée de gamme. Mais bon, l'entrée de gamme, on traîne dans cette gamme de performance-là depuis très longtemps. Bon, c'est plutôt décevant. Toujours 4 Go de RAM, c'est pas terrible non plus. 4 Go de RAM actuellement, c'est quand même très limite, même en 1080p. Concrètement, sur PC de bureau, j'espère qu'ils vont plutôt utiliser le GA106 de la 3060 et le castrer un petit peu, plutôt que d'utiliser ce GA107 qui, pour moi, devrait être plutôt réservé au genre 3030, ou tout du genre. Sinon, on enchaîne du coup avec les processeurs Intel. Donc Intel nous a annoncé l'arrivée de la 11e gène de Core. Alors c'est gentil, on était déjà au courant, il l'avait déjà annoncé une fois par le passé, donc du coup on a une nouvelle annonce de l'annonce, enfin, la double annonce, je sais pas, c'est un concept. Bon, toujours est-il que ça arrive, ça devrait être dispo à la fin du mois, on peut les réserver. Et au niveau des tarifs, c'est ça le plus intéressant, il y a quand même quelques bonnes pioches dans le lot. Alors autant le 11900K, je ne lui vois aucun intérêt quand on a un 5900X en face, qui le défonce en applicatif tout simplement. Autant, par exemple le 11700KF à 374 balles, ou le 11700 à 323, voire le 11700F à 298 $, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Et je dirais que cette génération d'Intel est vraiment pas si inintéressante que ça, et principalement sur l'entrée de gamme, donc les 11600, 11600KF, et principalement les 11400F, pour du 6-core, 12 threads, des performances en gaming qui devraient être vraiment plutôt bonnes. Là, j'ai envie de dire, AMD n'a absolument rien à mettre en face de ces processeurs-là, et je pense qu'il faudra vraiment qu'ils fassent quelque chose, parce que sur l'entrée de gamme, ils risquent quand même de se faire bouffer. Donc il serait vraiment temps qu'AMD arrive avec des processeurs non X, ou avec des nouvelles gammes, du 5700 au lieu du 5008, et du 5500 par exemple, ou du 5400, je sais pas, mais il faut quelque chose à mettre en face de ces processeurs entrée de gamme chez Intel. Ça ferait vraiment beaucoup de bien à la gamme d'AMD d'avoir quelque chose de plus abordable, puisque l'entrée de gamme actuellement sur la série 5000, c'est quand même 300 balles. C'est pas à la portée de tout le monde. Et concrètement, pour monter une config gaming budget, bah pour le moment c'est chez Intel. Un peu rigolo de se dire la gamme budget c'est chez Intel, mais bon, c'est la réalité actuelle. Alors après, on a vu déjà par exemple chez Topachat, on peut réserver. Bon alors les prix sont pas hyper intéressant, je dirais surtout par rapport à la série 10. Tant qu'il y a la série 10 qui est bradée, ben la série 11 est moins intéressante. Je dirais que entre, par exemple ici, le 11400F à 190 balles, ou le 10400F à 160, ben déjà là, le 10400F est beaucoup plus intéressant. Et c'est sans compter qu'on trouve énormément de deals sur le 10400F à environ 130 balles, où là, il n'y a vraiment aucune concurrence, enfin, il y a un no-match complet. Excellent processeur dans cette gamme de prix, encore une fois. Donc bon, dans l'ensemble, je trouve que Intel se positionne pas trop mal au niveau du tarif. La génération en elle-même, au niveau des performances, est un peu décevante de ce qu'on en sait jusqu'ici. Ils auraient pu continuer avec la série 10.
Toujours est-il qu'en attendant, il y a des bonnes affaires à faire sur la série 10 et la série 11 devrait être correcte. On continue chez Intel, hein, on a des tests de la DDR5 sur Alder Lake, donc Alder Lake, la série 12 chez Intel qui devrait débarquer avant la fin de l'année. Donc encore une fois, hein, cette génération 11 chez Intel devrait être très courte. Génération 12, première génération de processeurs grand public avec de la DDR5. Ça devrait être intéressant de voir, hein, les tests sont en cours, ça se passe pas trop mal. Au niveau de la bande passante, on a effectivement un mieux. Par contre, au niveau de la latence, pour l'instant, c'est pas encore ça, mais bande passante mémoire, hein, pour le moment, on est déjà à 30% d'amélioration. Il y a encore du taf à faire au niveau de la latence, on verra bien ce que ça donnera au moment de la sortie. C'est un peu le problème au lancement d'une nouvelle génération de DDR, souvent on a beaucoup plus de bande passante, mais comme la latence est moins bonne, dans un premier temps, eh bien, les performances sont plus ou moins équivalentes ou pas spécialement intéressantes par rapport à la DDR4 qui est du coup hyper optique. Mais bon, on verra ça au moment de la sortie, toujours est-il. Ça a l'air d'être dans les temps. Qu'on ait déjà un des samples de test d'Alder Lake, c'est quand même encourageant. Alder Lake, pour rappel, cette génération 12 d'Intel, c'est un peu la génération de l'espoir, hein, chez Intel, on va dire ça comme ça. Pour un retour au niveau performance, ça ferait du bien, puisque c'est vraiment la première vraie nouvelle génération de processeurs chez Intel depuis Skylake, parce que jusqu'ici on était un peu dans du recyclage de Skylake. Donc bon. Et puis pour finir en beauté, on a la belle blague du bridage anti-minage de la RTX 3060 qui a été contournée. Alors, hein, c'est pas par des hackers, c'est pas par des mecs qui ont craqué le truc ni rien, ça a été contourné par Nvidia lui-même. Puisqu'ils ont été très gentils, ils nous ont distribué un driver bêta qui passait outre leurs propres limitations. Débile. Alors, personnellement, je pense que ça a été fait exprès au vu des restrictions, puisque ce driver n'est vraiment utilisable pour miner sans contrainte, uniquement si le GPU est branché sur son socket 16X sans riser, avec une prise écran branchée dessus, ou avec un faux dongle HDMI ou truc du genre. Donc c'est potentiellement utilisable sur un rig, mais pas avec que des 3060 par exemple. Donc on a vraiment l'impression que ça a été un changement qui est arrivé avec la critique de comme quoi ça handicapait les mecs qui minaient avec leur propre carte, une seule carte quand ils ne jouent pas, et que ça ne changeait rien pour les grosses firmes de minage, donc du coup, ce driver qui passe à l'as comme ça, c'est un peu rigolo, et je trouve c'est sûrement fait exprès. Bon alors après c'est pas la seule mauvaise nouvelle qui est arrivée au niveau de ce bridage, hein, qui devrait bientôt ne quasiment plus servir à rien, puisque les développeurs de logiciels de minage sont aussi arrivés à contourner en grande partie le problème, puisque du coup au lieu d'avoir 50% de performance par exemple en minant de l'Ethereum, on arrivait à 90% de la puissance de minage de base, donc seulement un petit 10% de perf en moins. Donc du coup cette limitation n'a quasiment plus lieu d'être si c'est vraiment ce qui arrive, et on voit encore une fois hein, qu'il n'y a pas besoin de changer le BIOS, d'avoir des drivers modifiés. Il suffisait d'une solution logicielle pour masquer le truc et la carte n'y voit que du feu, donc cette protection inviolable, on voit qu'elle a pas fait long feu tout simplement. Donc voilà un petit peu hein, le tour des news aujourd'hui et puis des tests de la 6700 XT. Pas grand chose d'autre à dire cette semaine, hein, c'est plutôt calme en dehors justement de la sortie de la 6700 XT. Du coup, demain, le lancement à 15h. Si la carte vous intéresse, c'est chez AMD sur le site officiel de la boutique AMD que ça se passe, c'est là que vous aurez les meilleurs prix. Sinon, comme d'habitude, si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. Vous pouvez passer sur le Discord, sur Facebook, sur le stream. En ce moment, en stream, hein, je fais des benches. J'espère avoir une 6700 XT pour pouvoir également faire des benches en 21/9. Donc n'hésitez pas à passer. Et puis, les pouces, les commentaires, les abos, les cloches, les bordels, YouTube, hein, vous connaissez. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, salut!